Bonsoir, Stéphane Crépet, dirigeant de Productis. Nous sommes éditeurs de logiciels dans le monde de l'industrie, du Manufacturing Execution System. Un mot un petit peu compliqué pour dire qu'on se situe en dessous de l'ERP et au-dessus du terrain de production, automatisé ou non, dans tous les domaines de l'industrie. Et je viens ici pour présenter, dans le cadre de notre table ronde, une application de logistique pour les industriels. Bonjour à tous, Philippe Lejeune, je suis cofondateur d'une nouvelle structure aux Sorinières qui s'appelle LocoWest et qui vise à accueillir des entreprises diverses et variées dans un espace commun de logistique mutualisée. On l'a baptisé du coworking logistique pour faire référence au coworking que vous connaissez sans doute. Nous, on y ajoute des espaces de stockage, de petite production qui permettent à plusieurs entreprises de venir faire le travail qu'elles ont à faire dans nos espaces et on les accompagne tout au long de leur développement. Voilà, on pourra partager sur le sujet. Bonjour, Cédric Lecollet. Donc moi je représente l'organisation GS1 ou GS1. Alors on a déjà été cité 3 fois, je vous remercie, mais j'ai le plaisir donc d'animer la collaboration dans cette belle organisation que vous connaissez certainement sous le nom de GenCode ou EAN, mais depuis les années 2000 on s'est marié avec le continent américain pour devenir cette organisation mondiale qui produit un langage commun pour votre business. Donc moi je suis un interconnecteur entre tous les acteurs et je produis donc des standards au service des filières et on opère en France et dans le monde dans une vingtaine de filières qui ont toutes les mêmes besoins d'identifier les choses et de créer la valeur dans les partages. Et la mutualisation est certainement un terrain, un terreau fantastique pour y déployer les standards. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Maxime Legardet, le fondateur de Convargo, une jeune société qui a maintenant un peu plus de 12 mois. Qu'est-ce qu'on fait ? On aide les TPE, PME, grands groupes français à expédier leurs marchandises d'une palette à un camion complet à travers la France et depuis peu à travers l'Europe. Et on les met en relation donc, avec des transporteurs routiers qui possèdent des camions. Donc la mutualisation est également au cœur de nos problématiques au quotidien. Voilà. Maxime, tu as gardé le micro. En fait, j'imagine qu'une des premières questions qu'on te pose quand tu parles de ton business, c'est bon, en fait, c'est une bourse de fret, quoi. Alors, en quoi ça se différencie d'une bourse de fret et comment, comment faire mieux travailler les gens ensemble ? D'accord. Alors, je vais juste revenir un petit peu moi sur la jeunesse du projet. Pourquoi j'avais monté Convargo ? Je ne suis pas issu du monde du transport. J'étais parti d'une idée qui était extrêmement simple. Déjà, bon, vous le savez, le transport de marchandises, c'est un peu l'épine dorsale de l'économie. On parle d'un marché de 43 milliards en France et des 300 milliards en Europe. Le deuxième point, qui est extrêmement important, encore plus aujourd'hui, c'est que selon les études, on a entre 20% et 40% des kilomètres qui sont réalisés à vide. Ce qui est une aberration sur le plan économique dans un marché de 300 milliards et une aberration sur le plan écologique. Si vous regardez la dernière étude de l'OCDE qui s'appelle Transport Outlook 2017, il notait que d'ici 2050, les émissions en carbone vont augmenter de 60%. Et il est aussi noté que les solutions qui encouragent la mutualisation peuvent faire baisser ces émissions de 30%. Donc ça, c'était un peu une idée qui m'avait un peu secoué quand j'avais vu ces chiffres-là. Et le troisième point, c'est qu'on a un marché qui est extrêmement fragmenté. On a 40 000 sociétés de transport en France, 500 000 en Europe. 90% d'entre elles ont moins de 10 camions. Donc c'est là où la mutualisation fait sens. Maintenant, pour répondre à votre question directement, dans le milieu, depuis l'époque du Minitel, ça s'appelait avant le LAMI, ensuite c'est devenu des bourses de fret comme par exemple Téléroute, c'était des sociétés qui permettent de mettre en relation des organisateurs de transport, donc ces intermédiaires, avec des transporteurs. Donc le premier point, c'est qu'elles n'ont jamais mis en relation des chargeurs, donc des donneurs d'ordre, des expéditeurs, avec le bout de la chaîne qui est les transporteurs. Le deuxième point, c'est qu'elles n'ont jamais ajouté de valeur en fait, dans la logistique et le remplissage des camions. C'était uniquement des sociétés post-it. Tiens, j'ai 7 palettes, est-ce que tu peux me les prendre ? Oui, je te les prends. Il n'y a jamais eu pareil d'optimisation au niveau des routes et au niveau des prix. Et nous, on s'attache justement à utiliser la data de nos transporteurs et de leur position géographique et de leur remplissage pour pouvoir justement apporter la meilleure solution en temps réel à l'expéditeur. Et enfin, ce qu'on souhaite faire,
c'est ajouter du service supplémentaire. Aujourd'hui, on se positionne par exemple du côté du transporteur où on se dit bon, c'est quoi ton problème? C'est la gestion de ta trésorerie. C'est vrai que tu es payé à 60 jours. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place des solutions pour payer les transporteurs à 48 heures, ce qui n'a jamais été fait en Europe. On regarde aussi une grande partie de comment les transporteurs travaillent au quotidien. On se rend compte que c'est une industrie qui est encore très fax, email, papier, stylo. Un ordre de transport, de temps en temps, c'est 2 coups de fax, 13 emails et 12 coups de téléphone. Ce qui est quand même c'est perturbant en 2017-2018. Donc on essaie de construire des outils pour essayer de faire en sorte que le business au quotidien soit un peu moins chronophage, un peu plus efficient et pour leur apporter des gains de productivité. Alors, avoir des bonnes idées, c'est bien, mais après, il faut les financer, ces idées. Il se trouve que Convargo est allé voir certains investisseurs et ça a marché. C'est-à-dire que vous avez réussi, le concept a séduit donc des investisseurs et vous a permis, depuis un an, de vous lancer sur le marché. Alors moi j'ai démarré il y a 15-16 mois où j'étais encore tout seul. Je suis allé voir des investisseurs qui ont financé à hauteur de 2 millions d'euros le démarrage du projet. On a eu la chance d'être soutenu par énormément de grands entrepreneurs français comme Xavier Niel ou les fondateurs de Vente Privée, de Price Minister, de Wonderbox, d'Allociné, de pas mal de sociétés françaises et également des gens du secteur de la logistique et du transport, les fondateurs du Lamy qui on en parlait, qui ont commencé à digitaliser le transport sur le Minitel il y a une trentaine d'années, l'ancien directeur monde de DHL. Donc ces gens-là nous ont permis de démarrer, de structurer aujourd'hui une équipe de plus de 35 personnes. Et il y a 3 ou 4 semaines, là, on a eu la bonne nouvelle d'annoncer une levée de fonds de 16 millions d'euros auprès de plus gros investisseurs financiers qui nous permettent, et ça c'est le plus important, d'avoir 3, 4, 5 ans devant nous et dans un secteur comme le TRM qui est quand même ancré dans des habitudes depuis pas mal de décennies, c'est ce qui compte, c'est de s'ancrer dans le futur. Voilà. D'accord. Et alors donc depuis un an, c'est opérationnel. Alors quels sont les résultats depuis un an? Alors aujourd'hui, on travaille avec plus de 3000 clients, chargeurs, expéditeurs. On a commencé une grande partie avec des petites TPE qui avaient des besoins ponctuels de quelques palettes, quelques chargements hebdomadaires, mensuels. Et maintenant, on travaille avec des plus gros comptes. On est par exemple en démarrage avec des comptes comme Unilever, comme Procter & Gamble, comme Suez, sur du transport spot. Mais depuis maintenant le mois de septembre, sur aussi des flux plus réguliers, on répond aussi à des appels d'offres pour justement permettre d'apporter des solutions à des grands groupes qui ont des besoins quotidiens sur plusieurs lignes. Et de l'autre côté, on travaille avec 2200 transporteurs sur le périmètre européen. Ce qui est fantastique, c'est qu'on a aussi bien des petites sociétés d'artisans qui ont 2-3 camions, que des grands groupes régionaux, que des grands transporteurs européens qui ont 4-5 000 cartes grises. Il y a des régions où ça marche mieux que d'autres, ou des secteurs d'activité qui sont plus preneurs de ce genre de solutions? Aujourd'hui, du côté de la demande, du côté des chargeurs, on se rend compte que tous les secteurs d'activité et toute typologie d'entreprise en termes de taille sont intéressés pour optimiser leur transport. Du côté de la supply, du côté de l'offre, du côté des transporteurs, on se rend compte que depuis quelques mois, c'est là la vraie problématique. Aujourd'hui, dans des pays comme la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, on manque environ entre 25 et 30 000 chauffeurs routiers par pays. Aujourd'hui, si vous regardez le top 5 des métiers les plus difficiles à combler dans nos pays d'Europe de l'Ouest, c'est chauffeur routier. Et aujourd'hui, si vous voulez, le relais de croissance est plus dans des pays comme l'Espagne, comme les pays de l'Est, qui sont les transporteurs qui réalisent les opérations de transport en France et en Europe. Donc c'est là aujourd'hui la vraie difficulté. Nous, tout cet été, on a été contactés par les plus grands groupes français qui nous demandaient est-ce que vous pouvez nous trouver un camion parce qu'on ne trouve rien. Très bien. Merci. Cédric Lecollet, donc tout à l'heure dans son exposé, Olivier Péton a dit tout à fait au début que la première des choses, quand on parle de mutualisation, c'est de construire un référentiel commun. J'imagine que ça t'a touché au cœur. Ça me va droit au cœur. Donc, grosso modo, GS1, depuis 40 ans, nous, on a digitalisé les produits puisqu'on leur a mis des codes, et principalement dans le monde du retail aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que tous les jours dans le monde, il y a 5 milliards de bips de codes à barre GS1, à peu près autant qu'il y a de recherches Google. On n'a pas la notoriété de Google, mais en termes d'usage,
Vous savez, c'est cette petite musique quand vous allez en magasin que vous entendez ou dans les entrepôts. Et ben ça, c'est ce qui rythme le business. Moi, j'aime à dire que chez GS1, les standards qu'on produit, ce sont les codes du commerce, mais au sens vraiment ceux qui codifient et qui permettent à tout le monde, notamment par exemple à Maxime, de bien suivre tous ces produits, ces palettes dans ces camions et surtout d'interconnecter, puisque ce que l'on crée au travers des référentiels et des codes, c'est qu'on interconnecte des entreprises et on échange des informations. Et toute la valeur, elle est dans cet échange-là. Donc là, tout à l'heure, j'ai aimé ta conclusion quand tu disais quand on s'entend, on génère moins de risques. Nous, on fait de l'entente, on fait de la collaboration dans les filières, on génère moins de risques parce qu'on utilise un même langage, mais surtout on crée une valeur collective, une intelligence collective, voire même une confiance collective. Et ça crée une valeur. Et la première création de valeur, c'est de ne pas en détruire inutilement. Blaise le disait tout à l'heure, par exemple, à l'hôpital, on passait beaucoup de temps potentiellement à recodifier des produits qu'on avait déjà en code dans le système parce que notre système ne fonctionnait pas. Donc derrière, pour faire en sorte de créer ces référentiels, il faut des standards interopérables pour codifier les objets, mais tous les objets, mais aussi les personnes, les lieux physiques. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est le drame pour les transporteurs d'aller livrer des endroits qui sont identifiés, pourtant uniques, qui sont identifiés de façon différente. Nous, ce que l'on veut, c'est effacer ces couches de non-valeur pour créer justement des standards uniques qui permettent à tout le monde d'identifier les choses d'une seule façon, de mettre ça en partage et de faire en sorte que toutes les solutions passent leur temps à créer de la valeur sur leur algorithme, éviter de perdre du temps à se connecter, à faire des tables de transco et autres. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire en clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont sur le marché, qui sont par exemple des TMS ou des plateformes d'échange, mais que ces plateformes-là ne parlent pas forcément le même langage entre elles, ce qui pose problème pour le traitement de l'information. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est que toutes ces plateformes soient développées ou tout au moins aient un langage commun pour permettre une interopérabilité, donc voilà, le mot magique est lancé, des échanges entre les différents acteurs. Absolument. Enfin, absolument. Le point majeur, si on veut, enfin, le digital aujourd'hui, notamment dans la logistique, va changer énormément de choses et va pouvoir produire des nouvelles solutions, des nouvelles créations de valeur. On en parlait hier soir en dînant. Mais si on veut faire en sorte que toutes ces plateformes, on est dans un monde de plateformisation et de marketplacisation, même si c'est pas très joli, mais si on veut que tout ça fonctionne, il faut qu'on arrive à les interconnecter. Et aujourd'hui, de façon criante, les startups, Stéphane Crène de l'équipe que tu connais bien chez GS1 rencontrait les startups en logistique qui disaient on passe 80% de notre temps à interconnecter notre système à celui de notre client et seulement 20% à créer de la valeur. Si on arrive à inverser ça par justement ces identifiants communs, ces sémantiques, l'enjeu de bien définir le signifié de façon standard, ces ontologies demain, puisqu'on travaille beaucoup sur la capacité à définir de façon standard des métamodèles de données, des business process, de sorte qu'on puisse se plugger directement sur les systèmes et créer la valeur. Et aujourd'hui, c'est clairement ce qu'il manque dans les écosystèmes, c'est criant en logistique, c'est aussi criant dans le monde de l'échange de l'information produit. Et ça, c'est la responsabilité d'une organisation GS1 qui anime la collaboration avec tous ces industriels, distributeurs, logisticiens autour de notre grande table de collaboration, de créer ce catalyseur, ce lien-là. Et donc ça, c'est vraiment à nous de le faire. Et pour ce faire, on a besoin de tout un écosystème d'acteurs. Vous en êtes où alors justement? Parce que ça, c'est la volonté. Derrière, alors, comment vous y prenez? Vous travaillez en collaboration avec les autres GS1 des autres pays Alors oui, puisque tous les standards que l'on produit sont évidemment à vocation internationale. Techniquement, comment est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup, nous aussi, maintenant en mode POC, Proof of Concept, et même de plus en plus POV, Proof of Value, et on a créé par exemple avec Terena, c'est une très très belle coopérative du coin, une plateforme collaborative de traçabilité qui consiste, là c'est l'alimentaire mais ça fonctionnera pareil dans la logistique, qui consiste à suivre un produit, là on parle d'un lot de poulet mais demain ça pourrait être une palette, identifié dans un lieu donné, identifié à un moment donné, c'est un horodatage, et à une étape de son cycle de vie, c'est-à-dire qu'on digitalise tous les événements d'une vie d'un produit, et donc notamment dans un flux logistique. Et ça, on le partage dans une plateforme avec des partenaires ou en open data. Et donc ça, où est-ce qu'on en est? C'est qu'on a créé cette plateforme, elle est en open source, et on cherche des initiatives, on va en créer dans le monde de la logistique, et ça permettra de créer une traçabilité en dynamique des flux logistiques. Voilà où est-ce qu'on en est, par exemple, sur cette dimension de traçabilité. On a
poster chez toi en supply chain event, et je ne ferai pas plus de pub par rapport à ce matin, mais lors de ton supply chain event, on a développé ce qu'on appelle une API donc d'interconnexion sur les plateformes de prise de rendez-vous. Puisque nous, on produit des codes et des messages EDI depuis des années, mais de plus en plus, il va falloir qu'on définisse des standards d'interface. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait des grosses problématiques dans les interfaces, c'était dans une des interventions. Et donc, on a publié à Supply Chain Event une API d'interconnexion qui permet à un chargeur avec une solution de prise de rendez-vous de se connecter à ces distributeurs qui ont potentiellement des solutions de prise de rendez-vous différentes. On a appelé ça le doodle du transport. Et ça permet de non plus gérer en contrainte les rendez-vous. Moi, pendant 16 ans, j'ai vendu des yaourts et mes distributeurs me disaient « tu viens tous les jours à 11 h », mais plutôt de passer en mode proposition et de proposer par des solutions, des propositions d'agrégation de tours de camions pour éviter notamment le temps à vide, hein, parce que sachez qu'un camion passe plus de temps à attendre qu'à réellement rouler. Et donc ça, voilà, on a publié ces specs de cette API que donc les opérateurs peuvent utiliser pour s'interconnecter entre eux. Et ça fait partie des nouvelles choses que l'on fait en France et à l'international. Et ça, notamment dans le monde de la logistique, c'est certainement un axe stratégique majeur qu'on doit donc développer tous ensemble. Alors, tu as parlé de traçabilité. Aujourd'hui, quand on parle de traçabilité, ça évoque la blockchain. Est-ce que la blockchain, c'est quelque chose qui vient, j'allais dire, un petit peu en concurrence par rapport à ces technologies, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se développer à côté? Alors, je pense que toutes ces technologies, d'abord, doivent répondre à des usages. Donc, on ne va pas répondre à tous les usages par la blockchain. Le deuxième point, c'est qu'on a toujours tendance, et tu l'as dit dans ta conclusion, à vouloir opposer les choses, à les mettre en concurrence. La blockchain sera un formidable complément au standard que je décrivais tout à l'heure, que je n'ai pas cité, mais qui est un standard d'événements de traçabilité, puisqu'il permettra d'enregistrer notamment dans des bases décentralisées et de rajouter une couche de confiance, une couche de sécurité. Donc la blockchain, ou les technologies de la blockchain plus précisément, permettront de rajouter cette dimension sécuritaire pour mettre de la confiance entre des acteurs qui ne se connaissent pas, et là où il y a besoin d'en créer. Donc pour nous, et c'est induit par le digital, c'est une formidable nouvelle technologie qui permettra de renforcer les usages, notamment pour y apporter des couches de sécurité dans les échanges. Merci Cédric. Philippe Lejeune, donc vous avez créé une société pour proposer aux sociétés qui ont besoin de surfaces de logistique de mutualiser en fait des entrepôts et de mettre à disposition des surfaces d'entrepôts pour ces entreprises. Comment l'idée vous est venue ? Eh bien, l'idée est venue déjà de l'association avec deux PME du secteur. Ce sont deux belles PME nantaises. L'une s'appelle le groupe SF et l'autre le groupe Thébault, qui sont eux-mêmes des logisticiens transporteurs. Et depuis de longue date, eux comme moi je suis issu du monde de la e-logistique, la logistique du e-commerce, dans lequel effectivement il y a eu un certain nombre d'innovations qui ont été au cœur de tout ce qu'on partage aujourd'hui. Et l'idée, en fait, elle est venue du fait que jusqu'à présent, ces sociétés avaient l'habitude d'héberger de la marchandise pour la totalité de leurs partenaires, et se disant pourquoi pas finalement aller un petit peu plus loin que d'héberger simplement les produits, la marchandise, mais d'héberger les sociétés elles-mêmes dans un univers qui sera partagé et qui permettra d'accompagner complètement le développement de ces sociétés depuis leur création. Alors on héberge de jeunes sociétés, typiquement des e-commerçants ou des sociétés qui n'ont pas encore été dans la perspective à la fois de l'externalisation ou du choix d'investir dans leurs propres locaux, et qui s'interrogent en permanence sur la nature de leur développement. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui ils ont besoin de 100 mètres carrés, mais dans un an, parce que leur développement se sera bien déroulé, ils auront besoin de 1000 mètres carrés. Et dans cette perspective, effectivement, le choix d'une externalisation ou d'une construction est compliqué. Donc nous, on leur offre cette capacité à se développer. Nous avons en local aux Sorinières 11 000 m² de bâtiments, mais dans tout le secteur nantais, nous avons 60 000 m² qui nous permettent d'accompagner cette solution. Alors, qu'on comprenne bien, donc vous n'êtes pas un prestataire logistique, c'est-à-dire que vous n'assurez pas la prestation, vous mettez simplement à disposition des locaux à l'intérieur desquels ils ont
un espace de stockage, mais aussi des bureaux pour gérer eux-mêmes la prestation, on est bien d'accord? Les deux. Les deux. Nous sommes un prestataire logistique qui met à disposition des surfaces et qui permet entre guillemets, le do it yourself, c'est-à-dire que vous êtes une jeune société, vous arrivez, vous êtes un e-commerçant typiquement, vous avez une activité qui démarre, vous faites 10-15 commandes par jour et là, pour ces 10-15 commandes par jour, vous avez besoin de personne pour faire votre logistique, vous la faites vous-même, vous passez le matin dans vos bureaux à gérer toute la partie marketing de votre site web et l'après-midi, vous la passez à préparer les commandes qui ont été enregistrés. 3 mois plus tard, votre activité marche très très bien et vous passez de 10 commandes à 100 commandes par jour et là, vous n'avez plus le temps de préparer vos commandes et là, nous pouvons nous positionner comme des prestataires qui venons vous aider à réaliser ces commandes au quotidien et à faire du complément. Donc, soit vous faites vous-même, et vous êtes complètement implanté dans les locaux, soit vous demandez de l'aide, de l'assistance, et à ce moment-là, on est dans cette phénomène de mutualisation des ressources, mutualisation des espaces, mutualisation du matériel, mutualisation des systèmes d'information, mutualisation du transport même, puisque effectivement on peut à ce moment-là, lorsqu'on est tout seul, c'est un peu compliqué d'aller négocier un contrat de transport optimisé avec la Poste ou Géodis. À partir du moment où effectivement vous êtes dans un système où vous vous retrouvez à 4 ou 5 dans le même espace, vous pouvez à ce moment-là négocier des contrats de transport qui vont avoir du volume conséquent pour pouvoir répondre à l'exigence de chacun. Alors, comment vous faites pour, au niveau des implantations, vous identifiez une zone, par exemple, qui potentiellement a besoin de vos services parce que, contrairement à un prestataire logistique qui va s'implanter à tel endroit, parce que là, il a un client qui, effectivement, souhaite avoir une plateforme d'entreposage, là, au départ, vous n'avez pas de client, enfin vous construisez d'abord l'entrepôt et enfin vous le louez et comment vous faites? La particularité de ce type d'entrepôt est aussi d'avoir l'opportunité d'avoir des établissements qui vont être adaptés. Notamment les établissements de type friche industrielle sont intéressants dans ce sens-là puisqu'elles bénéficient la plupart du temps d'espaces bureaux relativement importants et en même temps d'espaces qui peuvent servir de stockage, mais avec la particularité toujours un peu ambiguë du stockage, de pouvoir gérer soit de la cosmétique en étagère ou des palettes, parce que effectivement vous allez être sur des produits beaucoup plus volumineux. Il faut être capable d'avoir des bâtiments assez flexibles dans l'approche et également de segmenter les bâtiments aux besoins, donc d'être capable d'être agile sur le développement, encore une fois, de chaque activité et de s'adapter en fonction du développement de chacun. Après, ce sont aussi les systèmes d'information qui permettent à chacun d'avoir un outil, on le disait à l'instant, les plateformes digitales qui vont être en capacité d'accompagner les différents acteurs. C'est un portail d'accès à notre WMS qui permet à chacun de pouvoir gérer ses activités sans avoir besoin, dans un premier temps, d'interfacer des systèmes qui sont la plupart du temps complexes à interfacer parce qu'ils sont souvent spécifiques. Tant que GS1 n'a pas encore abouti complètement sur l'ensemble de ces sujets-là, on a encore un certain nombre de contraintes. Donc là, c'est un WMS en mode SaaS, par exemple? Voilà, exactement, ouais. Exactement. Et puis, sont tous les systèmes de plateformes de réservation, d'espace. Nous avons la chance d'héberger la société Provexio dans nos locaux, qui est un spécialiste des bureaux intelligents et qui nous aide à développer des solutions de plateforme qui permettent toutes les réservations, à la fois les réservations d'espace, réservations de quais, on parlait tout à l'heure de prise de rendez-vous. Donc tous ces éléments concourent à une mutualisation sur un seul et même lieu. D'accord. Et alors, les clients, ils s'engagent sur une période, comment ça se passe? Ils payent à l'usage? Enfin, Alors oui, c'est complètement la philosophie et l'approche. C'est de rentrer dans un schéma où, à l'image du coworking, vous n'avez pas d'engagement, ou très très peu, et puis vous êtes en capacité de pouvoir remettre en question à la fois l'espace que vous avez, qui vous est attribué pour bien sûr grandir, ça c'est le mieux, ou pour réduire quand c'est nécessaire. C'est-à-dire vous pouvez avoir très bien des activités avec des rushs en fonction des mois et des périodes de l'année qui vont faire qu'à un moment donné vous allez avoir besoin de 1000 m² et à un autre moment vous allez devoir réduire à 500 m². Si vous investissez vous-même dans un espace de ce type, vous allez porter la charge de vos 1000 m², alors que chez nous, vous n'allez porter la charge des 1000 m² que pendant la période où vous en aurez besoin. Donc on est complètement dans cette philosophie agile de pouvoir proposer des espaces et de facturer à l'usage.
Alors vous-même, vous êtes un ancien d'Orium, on peut le dire, Oui, on peut le hein, dire. qui a été une société pionnière dans matière d'e-commerce, puisque vous avez, il y a eu pas mal de sociétés qui sont passées par Orium, des petites et puis des plus grandes, comme Nespresso par exemple. Est-ce que justement vous retrouvez un petit peu cet état d'esprit de travailler avec des e-commerçants qui justement se lancent et sans savoir exactement quel sera leur volume des fois à 1 mois, à 6 mois, à 1 an, quoi. Eh bien oui, l'idée c'était justement de pouvoir répondre à un certain nombre de clients qui ne trouvent pas cette solution d'externalisation à un moment donné. C'est-à-dire qu'un e-commerçant, lorsqu'il démarre son activité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'idée ou connaissent des e-commerçants, mais généralement quand on démarre dans le e-commerce, on fait soit dans son garage ou dans son salon, et puis à un moment donné, ça déborde de partout, et puis là, il faut trouver une solution. Donc il y a une phase intermédiaire qui est vraiment la difficulté d'aller externaliser son activité avec toutes les contraintes système dont on a parlé, de devoir interfacer son front office avec un WMS du prestataire, le prestataire qui va vous demander un certain nombre d'engagements. Si vous faites que très peu de commandes, vous allez effectivement paradoxalement intéresser peu de prestataires logistiques. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, aller investir dans un bâtiment de 300 mètres carrés parce que la plupart du temps on n'a pas les moyens d'investir plus, pour s'apercevoir que 6 mois plus tard on est allé encore de nouveau à l'étroit. L'idée c'était là aussi, c'est de pouvoir répondre à ce genre de profil de clients et de e-commerçants qui vont pouvoir accompagner leur développement avec beaucoup de sérénité. Je prends juste un exemple. Vous avez cité Orium, qui a été une très belle histoire régionale, puisque pour la petite histoire, nous sommes passés de 20 personnes à 250 personnes dans l'espace de 5 ans. Donc c'était une vraie belle histoire de start-up. Et à l'époque, nous avions trouvé un espace dans les anciens locaux de Thomson à Angers. Et je me rappelle encore très bien, j'étais arrivé en louant, en demandant une location pour 900 mètres carrés. Et je crois qu'à peu près 18 mois plus tard, nous avions progressé de 900 jusqu'à 10 000 mètres carrés dans le même espace. Alors c'est une friche industrielle, pour en parler. Donc c'est bien ce qui nous a permis à nous, notre développement. Et voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer ce genre de schéma. Alors je ne sais pas si je trouverais beaucoup d'Orium à 10 000 mètres carrés, ce serait formidable. Mais en tout cas, proposer ce genre de schéma à des sociétés qui se développent comme on a pu se développer. Eh bien, merci. Stéphane Crepet, donc Productis, donc vous l'avez défini tout à l'heure, c'est un éditeur de MES. MES, on pense atelier, on voit plutôt la traçabilité des flux de production, mais pourtant vous avez vous êtes sorti de l'atelier pour proposer une solution plus pour gérer des flux de logistique. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors déjà, je voudrais m'adresser à tous les industriels, il y en a pas mal ici. La digitalisation a apporté de la mutualisation de données à l'intérieur de l'entreprise et à l'intérieur de l'industrie elle-même. C'est-à-dire que tout comme les ERP ont amené des processus transverses et donc cassé les silos qui étaient les services, le MES amène également une transversalité de l'information qui va de la partie prévisionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est planification et ordonnancement, jusqu'à la fin, la partie décisionnelle, après la production, qui permet de tirer des conclusions. Et en fait, ce savoir-faire, nous l'avons mis en œuvre chez à peu près 50 clients grands comptes et avec des partenaires intégrateurs. Et on est venu nous chercher, pour en venir à votre question, pour faire finalement un peu le même principe pour des logisticiens. Et effectivement, on a vu quand même énormément de problématiques similaires. Déjà, tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde voudrait quand même bien que ça se passe comme prévu et ne pas avoir de mauvaises interactions et échanger un maximum, d'où la mutualisation de données avec ses partenaires. Qu'est-ce qui se passe au niveau logistique ? Si on prend notre bassin de Saint-Nazaire, où je suis situé, vous avez de gros industriels qui donnent des prestations de services de transport à des logisticiens qui sont bien implantés, et donc tout le monde fonctionne ensemble. Le problème qui peut y arriver, notamment en termes de transport exceptionnel dans ce petit coin de Saint-Nazaire, c'est que des gens rentrent en conflit, en contact l'un en face de l'autre et bloquent le quartier pendant une demi-journée.
Et donc, on va se retrouver exactement comme en industrie, avec quelque chose qui s'arrête et qui en plus plante tout à côté, y compris le simple automobiliste qui passerait à côté. Donc, on a fait des groupes de travail et réfléchi ensemble. Alors, il y a pas mal de monde dans cette salle. Je vois les transporteurs Sogebra, Somaloir, IDEA, Daher qui fait aussi maintenant sa partie logistique dans la région. Et puis des grands donneurs d'ordre qui portent des objets lourds, alors des petits bateaux, STX, des petits avions, Airbus, et puis des petits moteurs, MAN et tous leurs sous-traitants. Et finalement, on s'est donc tous mis ensemble pour aller voir comment on pouvait mutualiser de l'information de manière à ce que chacun puisse prévenir. Voilà, je vais faire mon ordre de transport, mon ordre de mouvement dans 3 semaines, et je vais donc finalement emprunter un réseau routier que tout le monde mutualise. Parce que la première mutualisation, c'est d'abord l'infrastructure routière, ce sont les quais des terminaux, et là forcément tout le monde va sur ce même parcours, mais heureusement pas au même moment. Pas tout le temps. Et donc, nous avons décidé finalement de mutualiser déjà une interface de déclaration. Tout comme en industrie, le plus compliqué, c'est d'interconnecter différents systèmes. Comme tu le disais, Cédric, tu es souvent toi l'essence et nous le moteur. Mais des fois, le moteur, il tourne, il s'emballe un petit peu. Donc, avec une bonne standardisation en industrie, ça fait quasiment 20 ans qu'on n'a plus de problème de communication, tout métier confondu, avec des automates industriels. Et avec les robots et les IoT, ça va être pareil. Pour ce qui est ici de la partie transport, mais finalement, en fait, chacun gérait ses transports dans son coin avec ses propres outils, et le plus souvent Excel, avec la souplesse et la gratuité sur le poste. Donc là, la solution proposée, elle est en fait un SaaS, donc un service informatique, qui est situé en cloud, donc indépendant de tout le monde, dans lequel chaque acteur vient déclarer l'ensemble de ses productions et de ses transports. Et vous avez les infrastructures qui viennent également se connecter pour voir ce qui se passe, puisque forcément, on va dire que sur le bassin de Saint-Nazaire, le port autonome et la Carène, la communauté d'agglomération de communes, sont les premiers intéressés à ce que tout le fret se passe aussi correctement, et voir à tirer des conclusions pour aménager les infrastructures, ce qui est largement le cas dans cette région là-bas. Et donc, finalement, nous arrivons à un système où en prévisionnel, chacun déclare avec la notion de prévenance, ah attention, tu veux passer sur ce tronçon-là, mais il y a déjà quelqu'un qui l'emploie dans l'autre sens, donc tu risques un conflit, tu confirmes ou tu modifies. Vous voyez, on va déjà quand même prendre des précautions. Ensuite, entre ce qui est prévu et ce qui se passe dans la réalité, il peut y avoir quelques différences. Et donc la personne qui devait bien partir le matin et pas être en conflit avec celui qui partait l'après-midi, s'il part avec 3 heures de retard, problème potentiel. Et donc là, en partant, avec une petite application que je retrouve ici sur mon portable, que j'avais tout à l'heure, bon bah c'est barré, voilà, c'est normal, c'est un portable. Allez, viens ici toi, hop là, voilà, je vais pouvoir directement indiquer que je pars avec un petit bouton stop, play, pause, vous voyez, en tant que chauffeur. Et là, dès que je pars, bah, finalement, je vais me prendre un message comme quoi, finalement, je vais avoir un souci sur tel tronçon avec tel prestataire. Alors, la confidentialité des transports, elle est préservée. Hein. Chacun doit avoir la confidentialité de ce qu'il emmène. Maintenant, je sais que je vais être éventuellement en conflit avec Sogebra qui passe et me passe devant au même moment. Et donc, moi, chauffeur, je suis alerté. Le chauffeur de Johan, il est alerté aussi. Et puis, les gestionnaires de Johan, qui va être obligé de travailler pour le coup, désolé. Et puis, le gestionnaire de mon transporteur vont également être prévenus. Et tout le monde pourra anticiper et prendre une solution parallèle plutôt que d'éviter de bloquer le quartier. Oui, ce sont des choses qui sont simples, mais la mutualisation, c'est d'abord ça, c'est de pouvoir amener l'information à tout le monde, la même information de référence. Je fais toujours aussi rapport à l'industrie, fini le temps où chacun avait son Excel avec sa vérité. L'information, elle doit être centralisée à un endroit, et le mode SaaS, pour ça, il est parfait, et il fait une règle de gestion pour tout le monde. Donc ensuite, avec un peu de décisionnel, tout le monde tire ses conclusions. Et s'il ne faut pas rouler le jeudi matin, eh ben, on ne roule pas le jeudi matin. Même à la limite, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il ne faut pas le faire. Oui. Olivier disait tout à l'heure, il faut pour que ça marche, la mutualisation, qu'il y ait une répartition des coûts et assurer au minimum un gain à chacun. Comment justement dans ce projet, vous avez envisagé cette répartition des coûts. Enfin, est-ce que voilà, il y a une prise en charge qui est prise par les transporteurs. Là aussi, il y a un accès. Alors, le principe est simple.
Alors déjà, les industriels m'ont tous expliqué que c'était aux logisticiens et aux infrastructures de payer. Les logisticiens m'ont dit que c'était aux industriels. Enfin bon, je ne finis pas. Mais on a trouvé un bon équilibre. Déjà avec des montants qui permettent, avec une interface assez simple et puis d'utiliser le smartphone, d'avoir des abonnements assez bas. L'idée, elle est de faire en sorte que celui qui utilise paye un petit peu plus, notamment quand il a, on va dire, l'avionneur par exemple, s'il a 7, 8, 12 logisticiens, il va pouvoir les surveiller tous. Il sera normal qu'il puisse cotiser un petit peu plus que celui qui va gérer uniquement son propre fait. Voilà. Donc vous avez, un peu comme en informatique classique, une notion dimensionnelle qui rentre à l'intérieur. Ensuite, les infrastructures, elles m'ont d'abord expliqué qu'elles ne faisaient aucun transport et que donc pourquoi elles paieraient, mais finalement elles sont quand même gourmandes de ce système d'information et donc elles vont payer un petit peu moins, mais elles vont quand même avoir une partie de contribution. Voilà. Ensuite, on va après ouvrir avec une gratuité pour tous les gens qui passeront dans le secteur et qui pourront éventuellement eux-mêmes amener de la formation d'un blocage, d'un bouchon, d'un accident qui peuvent bien évidemment impacter tout le monde. Donc là, il y aura peut-être un modèle publicitaire à mettre au point pour pouvoir aussi permettre cette gratuité. Voilà. Donc le service, c'est au 1er janvier. Les bêta-testeurs, je remercie encore Airbus et IDEA d'avoir bêta-testé et d'avoir remonté plein de belles questions et plein d'informations. Il n'y a quand même qu'en essayant qu'on arrive à faire des choses très bien. Et voilà, on sera bientôt disponible avec tout ça. Merci. Alors, bon, là, j'imagine quand même que vous avez des questions. Non, parce que là, on a entendu des choses très intéressantes, mais je pense qu'il y a quand même des points encore à creuser. Alors, j'attends que les mains se lèvent. Alors, on voit une. Je vous apporte le micro. Et avant la question, je voudrais remercier le PASCA pour son organisation, puisque là je suis le dernier à témoigner. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Merci François, Françoise, Julie, vraiment tout le monde également. Et puis peut-être aussi citer qu'au-delà d'intervenir sur ce genre de présentation, ce sont aussi des acteurs formidables. Et si moi j'ai pu faire ce programme Logistis avec l'ensemble des acteurs, c'est aussi grâce à vous. Oui, merci. Christophe Leclerc, donc grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, donc un gestionnaire de l'infrastructure portuaire et facilitateur et développeur de nouvelles solutions. Ma question porte sur l'international et sur le fait, surtout par rapport à la présentation d'Olivier, qui montrait bien à la fois les rapports de force, cette complexité, cette dilution, enfin toute cette mécanique qui fait que par rapport à l'objectif, pour une chaîne étendue, je parle bien non pas d'un élément, de la mutualisation d'un élément, mais de cette mutualisation sur une chaîne étendue. Je voulais savoir, et pour Olivier et pour Combargo, leur approche sur justement cet aspect du prix de transport, du coût de transport et de ce jeu de la concurrence, sachant qu'on voit bien que le rapport de force est bien là et qu'on le transport particulièrement, et pour ce qui concerne le maritime en particulier, il y a un rapport de force extrêmement important qui ne joue pas seulement sur les taux de remplissage, mais sur d'autres éléments. Alors je vais commencer moi par le routier, parce que c'est ce qui nous concerne. Alors la problématique du prix, elle est cruciale chez Convargo. Il y a 15 mois, on a commencé par essayer de comprendre comment fixer un prix dans le transport. On a rencontré énormément de transporteurs, énormément de commissionnaires, de transiteurs, de chargeurs pour essayer d'en savoir plus. On a mis en place un début d'algorithme qui prend en compte pas mal de paramètres aujourd'hui, que ce soit le nombre de kilomètres, le taux kilométrique. Un kilomètre n'est pas le même entre Paris-Marseille, Marseille-Paris, le coefficient de remplissage, le type de créneau, etc. On arrive à des équations qui nous permettent de fixer un prix. Ensuite,
Ça, c'était le point de départ. Le deuxième point, c'est qu'on utilisait toute la data qu'on avait au quotidien de nos transporteurs et de nos expéditeurs sur notre plateforme pour pouvoir le faire évoluer et essayer de le rendre un petit peu plus intelligent et de se rendre compte que depuis 15 ans, lors du mois de juin, c'est la saison des agrumes, donc les transporteurs espagnols viennent livrer leurs oranges sur les marchés parisiens, donc ça va faire baisser le prix du Paris-Bordeaux, et que le mois de mai, c'est historique, il y a des semaines de 4 jours et qu'il y a beaucoup de transporteurs qui vont passer les fêtes chez eux, donc les prix du transport aussi sont aussi impactés. Donc on a commencé à utiliser la data pour ajouter à ces paramètres ce qu'on peut appeler, c'est des grands mots, du machine learning, mais tout du moins de savoir que dans le transport, il y a d'autres paramètres, il y a la saisonnalité, l'effet que ce soit aussi cyclique, qui viennent aussi perturber et impacter ce prix. Et aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs qui, jour et nuit, tente de travailler sur le prix pour justement proposer le juste prix. Notre outil de pricing s'appelle Risoli, hommage de Philippe Risoli. Souvent on nous a dit oui mais vos plateformes vous faites baisser les prix vers le bas, enfin, ce qui est complètement stupide je pense, parce que on peut pas faire ça. Nous on se doit en fait de trouver un prix qui va être en adéquation avec les besoins du chargeur, mais qui va aussi être en adéquation avec les besoins du transporteur. Ça, c'est fondamental. Ensuite, de temps en temps, il y a d'autres personnes qui nous disent oui, mais la concurrence des pays de l'Est. Moi, je leur dis la concurrence des pays de l'Est dans le transport routier, c'est pas de la faute de Convargo. Je dis ça, c'est comme l'agriculture il y a 20 ou 30 ans, c'est quelque chose qui doit être réglé au niveau gouvernemental. C'est la loi sur le travail détaché, etc. Mais ça, moi, je peux pas. On va dire si je pourrais décider de faire du protectionnisme et de me dire bon, on va travailler qu'avec des transporteurs français. Mais après, je dois aussi regarder la réalité économique. Aujourd'hui, le transport français dans le pavillon européen, c'est 6,2%. Ça chute d'année en année. Il y a 30 ans, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est 6,2%. Un pays comme la Pologne, aujourd'hui, c'est 25,3%. Un quart du transport européen est fait par la flotte polonaise. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui qui est le fait, on peut appeler ça concurrence déloyale, et ça, c'est certainement le cas, parce que le coût du travail est complètement différent, mais ça doit être intégré dans le calcul aussi économique. Et aujourd'hui, si vous parlez aux plus gros chargeurs européens et même français, une grande partie de leur transport européen est fait par ces transporteurs-là. Donc ça c'était le point sur les paramètres on va dire économiques. Le deuxième point c'était sur la concurrence, et le troisième point qui est aussi important et on commence à y travailler, ça va être sur ce qu'on appelle le yield management. Pour ça il nous faut de plus en plus de volume pour pouvoir y arriver, de volume du côté expéditeur comme du côté transporteur, mais l'idéal si vous voulez de Convargo, c'est de pouvoir se dire que vous en tant qu'expéditeur demain vous voulez bouger 12 palettes je dis n'importe quoi, de Lyon à Nice, et qu'au même moment il va y avoir aussi un transporteur qui va réaliser un transport de Saint-Étienne à Marseille, et qui va pouvoir prendre votre palette demain à 14h30 et mutualiser les 12 palettes plus les 13 palettes pour pouvoir avoir du côté du transporteur 12 palettes en plus qui va lui permettre d'avoir un revenu supplémentaire pour un métier où les marges sont assez faibles, et de l'autre côté un expéditeur qui va pouvoir avoir une solution extrêmement rapide, efficace, à un prix qui va être aussi également plus bas que ce qu'il aurait pu trouver parce qu'on aura mutualisé. Et aujourd'hui la mutualisation à l'échelle européenne dans le transport, je l'ai vu chez personne. Les seuls chez qui je l'ai vu, c'est ce qu'on appelle les linéaires, c'est des petits transporteurs qui font une ligne depuis 30 ans, qui arrivent à être optimisés à 100% sur les deux côtés parce qu'ils connaissent toutes les TPE, PME sur un tronçon de 150 km. Et nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut permettre au niveau européen. Je ne sais pas si ça répond à votre question correctement. Oui, ça éclaire enfin, la question entre mutualisation et l'avantage économique, notamment sur le fait de cette fameuse des kilomètres à vide, des vecteurs qui circulent à vide, effectivement l'impact général, on est en plein dedans, il faut tous faire un effort pour diminuer l'impact environnemental du transport, et effectivement dans la question dans la formation du transport, le taux de remplissage maximal n'est pas forcément un optimum, dans la mesure où il y a nettement plus de contraintes. Il y a des contraintes sur l'intégrité du produit, l'accès au produit, le type de produit, enfin un certain nombre de choses, ce qui fait que je comprends bien qu'Convargo est un acteur du transport et que ce n'est pas une plateforme. De tout ce que vous évoquez, vous êtes vraiment un nouveau transporteur en tant que tel, vous n'êtes pas une plateforme, et je suis preneur de l'explication d'Olivier sur cet aspect de la dégradation et sur le fait d'arriver à avoir cette intermédiation dans une mutualisation, puisqu'il y en a eu, il y a un bel exemple notamment en Pointe de Bretagne de mutualisation transport pour la livraison. Le GIE, oui. Voilà, le GIE Pointe de Bretagne. Donc je voudrais un peu avoir les regards par rapport à ça, parce que je comprends bien en tant que producteur d'une mutualisation l'intérêt,
Mais le point, c'est un peu par rapport à cette dynamique du transport et le fait de ces chaînes de transport très étendues aussi, notamment liées à des grands donneurs industriels. Alors, on a dépassé l'horaire. Je vais vous demander des réponses très courtes. Alors, sur le maritime, ma réponse va être très rapide dans la mesure où je n'ai jamais travaillé dans ce domaine, donc je ne me permettrai pas d'y répondre. Sur le transport routier, on est capable aujourd'hui de prendre en compte différentes structures tarifaires, comme le tarif camion complet, le LTL, en incluant également des coûts d'ouverture de porte, des contraintes de détour maximales. Ça va assez loin. Par contre, les optimisations en prenant compte les différentes structures tarifaires nécessitent un gros effort de modélisation du réseau d'abord, et ensuite des gros efforts d'optimisation, notamment d'optimisation non linéaire, parce qu'on a des tarifs qui sont dégressifs et qui sont dégressifs de manière pas toujours attendue. Voilà. Alors après, il y a un cocktail, hein. Vous pouvez aussi discuter entre vous si vous voulez. On pourrait organiser une journée entière sur ce tarif-là. Je pense qu'on pourrait rediscuter très rapidement. Je vais juste parler d'une expérimentation qu'on a faite il y a 2 ans avec une société qui s'appelle 4S Network sur quelque chose qui a été primé en roi la supply qui s'appelait CRC, Centre de routage collaboratif. L'idée était de travailler en dehors des réseaux dédiés qui sont déjà bien optimisés, mais d'ouvrir des lignes additionnelles pour gérer des surplus d'activité. Et l'idée, c'était de mettre en amont des grands centres urbains, ça a été fait au nord de Marseille, et de permettre à des petits industriels de livrer toujours la distribution avec les contraintes de la distribution, non pas en tiers de camion, mais en camion complet en amont de cette ville-là. Et donc ces palettes identifiées de façon standard étaient éclatées au sein de cette plateforme de cross-dock et étaient ensuite réacheminées en camion complet avec le fournisseur ABC vers les distributeurs. Donc cette alternative additionnelle de livraison a produit des effets significatifs d'augmentation du taux de remplissage du camion, a baissé les coûts de l'ordre de 15 points et de l'impact environnemental de l'ordre de 25 points. Ça, c'est les simulations qui ont été faites par l'école des mines avec lesquelles on partage notamment une chaire sur l'Internet physique. Et cette première étape de mutualisation, qui sont des prémices de l'Internet physique, produit des résultats à la fois économiques et environnementaux. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Merci beaucoup. Nous allons arrêter ici ce débat passionnant en vous remerciant chaleureusement.